Hello mes assos. Alors merci à tout le monde de tous les commentaires sous ma vidéo précédente, mon parcours scolaire. Franchement ça fait super plaisir d'avoir lu tous vos commentaires et tout. Là aujourd'hui je vais vous parler de mes expériences professionnelles. Mais attendez, je pense qu'on peut commencer à dire que je poste tous les lundis parce que j'ai du mal à poster filmé dans la semaine ou dans le week-end précédent pour poster le dimanche qui suit. Donc je sais pas, maintenant j'ai commencé à poster tous les lundis, mais bon c'est pas censé être le schedule. Du moment où je poste, je pense que c'est le plus important. Donc là je vais vous parler de mes expériences pro depuis que je suis aux États-Unis ici, parce que j'en ai pas vraiment eu quand j'étais à Abidjan. Et aussi, j'ai sûrement discuté du salaire, du monde du pétrole, tout ça. Donc, yeah, let's get started. Je pense que je vais commencer par mon premier job. C'était un job étudiant. Quand je suis venue, je pense au début, on nous avait dit qu'on ne pouvait pas travailler pendant un an comme élève international. Je vais essayer de donner un contexte. Si vous avez jamais vu cette chaîne, c'est la première fois que vous voyez cette chaîne. Je vivais à Abidjan de ma 6e à ma terminale, toute ma vie jusqu'à mes 17 ans. Et je suis venue aux États-Unis après le bac. Et les études que j'ai fait ici, c'était des études de génie pétrolier. Donc, vous avez un peu de contexte. Je suis venue avec un visa étudiant. Quand je suis venue avec le visa étudiant, moi j'avais cru entendre que tu pouvais pas travailler pendant la première année et que c'était après la deuxième année que je pouvais travailler, quelque chose du genre. Mais hier j'ai fait une petite recherche Google et j'ai vu que je peux travailler genre 30 jours avant le début de ton cursus. Donc je sais pas d'où cette information là venait, c'est ce que j'avais cru entendre. Pour ma première année j'ai pas vraiment travaillé et je pense que j'ai commencé à travailler 2 ou 3 ans après avoir commencé mon programme à l'université. Le travail que j'ai eu, c'était un travail d'assistante de bureau dans un logement pour étudiants. Et ce travail-là, même, je l'ai eu grâce à une copine. Je me rappelle. Parce qu'au début, quand on avait commencé, on ne voulait pas travailler tout de suite. On se disait, on ne voulait pas empiéter un peu sur nos études parce qu'on est venu avec une bourse, tu vois. Les notes, c'était important. Si tu commences à avoir de mauvaises notes, on te chasse de la bourse. Le but, c'était d'avoir de bonnes notes et bien finir les études. Et on se demandait si le fait de travailler, ça n'allait pas un peu nous distraire des études. Et on ne pouvait pas justifier, en fait, parce qu'on nous envoyait l'argent. On n'avait pas, en soi, on n'avait pas besoin de travailler. Mais bon, après, on a commencé à travailler vu qu'on avait déjà fait quelques années aux États-Unis, on était un peu habitué à la langue, tout ça, tout ça. Donc on a commencé à chercher du travail. Et moi, je pense que j'avais cherché du travail dans plusieurs points. Mais il y avait 2 points qui m'intéressaient plus parce que j'avais entendu dire qu'ils connaissaient les gens assez facilement là-bas. C'était au Hilton Hotel, il y avait un Hilton Hotel dans mon université. Et c'était le travail d'assistante de bureau dans un logement pour étudiants. Celui qui me plaisait le plus, c'était le travail d'assistante de bureau. Parce que tu peux t'asseoir, tu peux faire toi-même tes propres devoirs, tu n'as pas besoin d'être tout le temps arrêté. Le travail au Hilton Hotel, c'était un travail de serveuse, je pense. Donc je voulais pouvoir faire mes devoirs pendant que je travaillais. Je pense qu'on m'avait pris dans le travail au Hilton Hotel. Dans le processus de chercher du travail, il y a une de mes copines, ma copine Zénab. Zénab, c'est le genre de fille, si elle a un travail, tout le monde aura du travail. Elle a bon cœur en fait, elle, ça la dérange pas de partager. Il y a des gens qui n'aiment pas vraiment partager quand ils trouvent du travail, mais elle, she really doesn't mind. Franchement, elle est vraiment gentille. Elle m'a dit Fatou, il y a du travail, moi je suis. Si tu veux, je t'envoie l'email. Et tu lui envoies un email, elle répond. Et puis elle est super gentille. Elle parlait de la manager. Elle est super gentille. Donc tente ta chance là-bas, tu vois. Donc j'ai envoyé un email, elle m'a pas répondu. Zénab m'a dit renvoie un email, peut-être qu'elle a pas vu. Donc j'ai renvoyé un email. Et je pense en même temps, on m'avait accepté au travail du Hilton Hotel. Et je voulais vraiment le travail en fait. Je voulais vraiment le travail. Donc je lui ai envoyé un email, la manager du travail dans le logement pour étudiants. Elle m'a dit donc vas-y viens et on va te faire une interview. Et après l'interview, elle m'a dit qu'on m'a pris sur le champ, tout ça, ça. Et franchement j'étais super contente. Mais je dis merci à ma copine là jusqu'à présent parce que c'est comme ça que j'ai eu mon premier boulot. En gros le boulot c'était juste pour aider les étudiants. S'ils ont leur colis, qu'ils ont besoin de leur colis, ça passait par nous. Donc c'était nous qui leur donnions les colis. C'était nous qui leur donnions les colis. Waouh. Bref, vous avez compris, right? C'était nous qui leur donnions. En gros, les colis passaient par nous et on leur rendait. Parce que j'arrive pas à conjuguer. Et aussi, s'ils avaient des questions sur leur lease, s'ils avaient des questions sur toute chose concernant leur logement, c'était à nous qui posaient les questions. Et moi, ce que moi j'aimais faire, c'est que j'aimais travailler la nuit, genre de 18h à minuit. Parce que là, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants et tu pouvais faire tes devoirs comme tu voulais. Donc franchement, c'est un travail que j'ai beaucoup kiffé. Et enfin, je pense que c'était 10 $ de l'heure. Au début, ça n'a pas commencé à 10 $ de l'heure. Ça a commencé sûrement à 8 et après ils ont augmenté jusqu'à 10 $. En tant qu'élèves internationaux, on avait le droit de travailler que 20 heures par semaine. Donc je travaille 20 heures, 10 $ de l'heure. Et moi je travaillais la nuit, donc j'avais le temps de faire mes devoirs, j'avais le temps
d'étudier pour mes examens, tout ça. Donc franchement, c'était le meilleur boulot sur le campus. Donc mon deuxième job, c'était un stage. C'était un stage à la Société Ivoirienne de Raffinement. Donc c'était un stage en Côte d'Ivoire. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire en 2017 et la bourse nous a trouvé un stage. Et on nous a trouvé un stage dans différentes entreprises en Côte d'Ivoire. Donc moi, mon stage, c'était à la CIR, la Société Ivoirienne de Raffinement. Et c'était un stage d'1 mois. Est-ce que j'ai appris beaucoup? Non, pas vraiment. C'était pas... on nous a appris le processus de raffinement, ce genre de choses. On nous a montré, la raffinerie et tout. Mais j'ai pas vraiment appris. Je me suis pas sentie engaged dans le processus. Mais franchement, c'était bien, c'était une bonne opportunité. Et puis en plus, c'était un stage à mettre sur notre CV. Donc franchement, c'était bien. Un conseil que j'ai à vous donner, si jamais vous êtes intéressé par venir travailler aux États-Unis ou bien faire des études aux États-Unis, je vous en prie, cherchez des stages. Assurez-vous de trouver des stages parce que ça aide tellement quand il en vient au processus de trouver un emploi permanent après les études. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Et j'ai trop envie de faire une vidéo sur toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de venir étudier aux États-Unis. Parce que je pense aussi j'aurais su ça. Il y a plein de choses où j'aurais réussi, tu vois. J'aurais pas eu à passer par toutes les étapes où je suis passée pour arriver là où je suis aujourd'hui, où j'aurais été mieux aujourd'hui même, tu vois. Donc franchement... Il y a peut-être autre chose que j'aurais aimé savoir. Mais bref, donc après mon stage, quand je suis venue, j'ai continué mes études. J'ai commencé à chercher des stages dans les compagnies ici. Même avant de partir, j'avais déjà commencé à chercher des stages dans les compagnies ici. Et j'ai oublié de mentionner, pour le stage, on ne nous a pas vraiment payé. Tu vois, on nous a juste... on mangeait là-bas à midi. Il y avait un car pour nous déposer à la maison et tout, mais ils ne payaient pas. Quand je suis revenue, j'ai continué à chercher des stages ici. Mais le problème, c'est que moi, à l'école où j'étais, ils avaient des journées carrières. Ça s'appelle des career fairs. Et dans les journées carrières, il y a plein de compagnies qui viennent, tu vois. Il y a plein de compagnies qui viennent pour chercher des personnes qui vont essayer de trouver des profils qui les intéressent et tout. Et, les hire. Le problème avec les compagnies dans mon école, et avec les compagnies dans plein d'écoles des États-Unis, c'est qu'ils ne s'intéressent pas aux élèves internationaux. Quand tu vas et que tu commences à parler avec eux et que tu dis que tu es un élève international, genre, they discard you, like literally, on te regarde même plus. So, à chaque année, quand j'allais aux journées carrières, c'était un peu comme ça. Moi, franchement, ça me décourageait. Donc, à un moment, j'avais arrêté de partir. Mais après, je pense que j'avais continué et tout. Mais voilà, genre. Mais l'erreur que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas engagée dans une organisation. Parce que quand tu commences les écoles ici, il y a plein d'organisations. Et c'est très souvent avec ces organisations-là que les élèves internationaux arrivent à trouver un bon emploi après qu'ils reçoivent leur diplôme, tu vois. Et moi, j'ai fait l'erreur de ne pas être vraiment engagée. Parce que quand tu es dans les organisations, il ne suffit pas d'être membre de l'organisation. Il faut être très engagé. Quand ils ont des événements, il faut être à la tête des événements. Il faut donner de soi-même dans les organisations. Et moi, je me disais, bon, moi, je suis là pour étudier. J'ai pas envie de venir faire tout ça. Parce que ça demandait du temps, tu vois. Et j'avais pas envie vraiment de donner ce temps à tout ça. Et j'ai un peu payé après parce que... Mais je savais pas, en fait. Je savais pas vraiment. C'était quoi le but? C'est vrai que les gens disaient, oh ouais, genre, c'est super important et tout. Mais je pense pas que j'avais vraiment entendu que c'était vraiment super important jusqu'à ce que je finisse mes études en vrai. Donc, c'est ça le problème. Ça dépend des écoles. Si tu as une bonne école qui a des compagnies qui s'intéressent aux élèves internationaux, là, you are golden. Mais si tu es dans une école où les compagnies viennent juste pour les Américains en général, tu es dans des problèmes. Parce que moi, toutes les personnes que je connais qui ont eu genre un bon boulot d'ingénieur après quand ils sont finis, soit ils étaient américains ou ils ont fait du networking, ils se sont créés des connexions dans les organisations que je vous ai mentionnées là et ils ont eu du travail facilement parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et ici, je pense que dans le monde professionnel même c'est comme ça. Il faut avoir des connexions. Parce que dès que tu connais quelqu'un, les choses deviennent tellement plus faciles pour toi. Donc je pense que c'est un peu ça. Quand j'ai finalement reçu mon diplôme, là, venait la recherche d'emploi. C'est là que, franchement, j'étais tellement stressée parce que c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que, girl, tu n'as pas vraiment cherché toutes les personnes qui travaillent. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont fait des stages et quand elles ont fini ces stages-là, les compagnies les ont pris directement. Donc elles savaient déjà où elles partaient. Mais moi, j'avais pas fait de stage, à part le stage que j'avais fait à Abidjan, et je savais vraiment pas où je partais, tu vois. Donc j'ai commencé à stresser. Et quand tu es élève international ici, tu as 3 mois. Tu as 3 mois après que tu reçoives ta carte. Parce qu'il y a une carte d'emploiement qu'on nous envoie. Ça s'appelle la EAD card. Tu as exactement 90 jours après que tu aies reçu cette carte-là pour trouver du boulot. Sinon, tu seras illégal sur le territoire. Donc, moi, avant même de recevoir ma carte, parce que ça prend un peu quelques mois avant de recevoir la carte, et je commence à appliquer pour la carte vers la fin de ton cursus, tu vois. Quand j'ai reçu ma carte, avant même de recevoir ma carte, j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à chercher un peu partout et tout.
Mais j'avais des potes qui étaient dans une université dans l'ouest du Texas. Et dans cette université-là, c'était assez proche des compagnies pétrolières en fait. C'était parce que le Texas, c'est un peu le coin du pétrole, tu vois. Et spécialement l'ouest. Donc si tu fais génie pétrole, quand tu vas commencer à chercher du travail, essaie de chercher là-bas aussi. Si vous n'avez aucune idée d'où trouver du travail, essayez de chercher là-bas. Et moi, j'avais des personnes de la bourse que je connaissais qui avaient eu un stage dans une compagnie. Et c'était pas un boulot qu'ils voulaient faire parce que c'était pas vraiment un boulot d'ingénieur, mais c'était une expérience, tu vois. Donc voilà, après le stage, on leur avait proposé de travailler avec, mais ils voulaient chercher d'autres choses, juste au cas où, tu vois, avant de commencer à travailler. Et moi, ma pote Emmanuela m'avait dit, il y a cette option-là, tu vois. C'est vrai que peut-être c'est pas ce qu'on veut, mais au pire des cas, il y a cette option-là. Donc moi, j'ai commencé à appliquer un peu partout, j'applique un peu partout, aucune réponse. Genre, aucune réponse. Quand tu n'as pas d'expérience, tu n'as absolument rien. En plus, tu es élève international, tu te cales des noms left and right. Like, franchement, c'est un processus qui est assez stressant. Donc, j'avais aucune réponse. Souvent, quand j'avais des réponses, c'est quand je montais sur mon expérience. On m'appelait, quand on me demandait, on m'appelait genre je tuais l'interview, tu vois, quand on me demandait si je suis élève international, que je disais oui, bon c'était moi. Jusqu'à présent, j'ai toujours ce problème là. Donc voilà, j'ai continué à chercher. Et même dans le coin où ma copine m'avait dit, genre ça c'est une option au cas où je suis intéressée, tu vois, au cas où on trouve absolument rien. J'avais commencé à envoyer mes CV là-bas et je recevais pas de réponse. Donc je me suis dit, c'est quoi, c'est ce que je vais faire, je vais utiliser son expérience qu'elle a eu en stage. J'ai copié la même expérience et je vais voir si à partir de là on commence à m'appeler, tu vois. Quand j'ai copié son expérience et on m'a appelé un jour dans une autre compagnie et ils ont commencé à me poser des questions techniques. T'as peur, franchement j'ai tremblé tout le long de l'interview. Faites pas ça parce que la honte. Elle m'avait expliqué ce qu'elle avait fait. Mais tu vois, quand on t'explique quelque chose, on t'explique généralement. Mais quand on commence à te poser des questions sur ce que tu fais tous les jours, les logiciels que vous utilisez, là, tu commences à être perdu, tu vois. Parce que chaque compagnie, chaque truc différent. Et quand elle a expliqué la position qu'il faisait, elle n'est pas rentrée dans autant de détails. C'était des détails que je pouvais connaître que si j'avais travaillé là-bas. Mais des détails que je connaissais pas. Donc, en ce moment-là, quand je cherchais, j'étais à New York et tout. Et j'ai pris un vol et je suis allée dans la ville de ma copine. J'ai dit, je vais aller déposer mes CV, à taper à la porte, déposer mes CV. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai déposé mes CV dans plusieurs compagnies et finalement il y a une compagnie qui m'a appelée et c'est là-bas que j'ai commencé ma première expérience professionnelle dans le milieu du pétrole. Et comment vous dire que j'ai détesté. La position pour laquelle j'avais été acceptée, c'était une position de mad logger. Quand j'ai cherché en français, c'était technicien de boue, technicien de forage. Donc j'ai utilisé technicien de boue parce que je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de ça. Mais quand je traduis mot à mot, c'est enregistreur de boue. Je sais pas s'il y a une position comme ça en français, mais voilà, c'est un peu ça. Donc j'ai commencé à travailler là-bas et le système quand tu travailles sur les plateformes pétrolières, j'ai appelé ça des rigs. Donc si vous entendez les rigs, très souvent je parle des plateformes pétrolières. Tu travailles 12 heures, donc tu travailles 84 heures par semaine and it's a lot. Oh, ma caméra s'était coupée. So yeah, quand tu travailles 84 heures par semaine, donc c'est 12 heures par jour. 7 fois par semaine, tu travailles tous les jours sur les rigs parce que c'est sur le terrain en fait, c'est sur les plateformes, les gens. Et puis moi, le domaine dans lequel je travaillais, c'était le domaine du forage. Donc quand les gens creusent les puits pétroliers, ils creusent 24 heures sur 24 tous les jours. Donc vous n'avez pas vraiment de break et vous êtes là-bas, vous êtes éloigné du monde. Et franchement, c'est pas la vie que je mérite. Bon, c'est pas la vie que j'aurais aimé vivre, tu vois. Je trouvais que c'était un peu trop intense pour moi. C'était à un certain moment, quand je traînais un peu trop sur le rig, quand je faisais, j'ai pas, un mois, je commençais à avoir des crises d'angoisse. Parce que ça commençait à me peser, j'arrivais pas à rester là-bas assez longtemps. Pour cette position, ce que je faisais, c'est que j'analysais les échantillons de roche. J'analysais des échantillons de roche. Et aussi, on surveillait le gaz. Parce que quand tu travailles sur les plateformes pétrolières, surtout des plateformes de forage, quand ils vont commencer à creuser, à un certain moment, il y aura du gaz. Et le gaz, comme vous le savez, c'est dangereux. Donc, nous, notre rôle, c'était de surveiller le gaz, d'analyser les échantillons que tu recevais, de commencer à creuser. Et sinon, on partait prendre les échantillons. Franchement, quand tu travailles, tu es responsable de tout sur ton site de travail. Parce qu'on avait un trailer. Un trailer, c'est comme un petit conteneur comme ça. Comment on dit les trailers en français? Je me souviens pas. Ou peut-être j'ai jamais utilisé le mot, je sais pas. Donc c'est une voiture, c'est un peu comme une petite maison et tout. On a tous nos équipements dedans, on enregistre dedans et genre on travaille dedans en gros. Donc tu as ton trailer et tu as tes équipements de travail. Tu as
de gas trap, la machine qu'ils utilisent pour pouvoir récupérer le gaz. Ça s'appelle de gas trap. Et c'est un piège à gaz. Traduit mot à mot, c'est un piège à gaz. Donc tu dois t'occuper de tout ça, de tous les équipements sur lesquels tu travailles. Donc si tu as un problème, s'il y a quelque chose qui arrête de fonctionner, c'est toi qui dois l'arranger. Et laissez-moi vous dire qu'il y avait des choses qui arrêtaient de fonctionner tout le temps. Tout le temps. Et moi, franchement, je ne suis pas très mécanique. J'ai jamais vraiment appris à faire les trucs avec ma main. C'est ici que j'ai commencé à apprendre ça parce que j'étais un peu seule. Donc quand je devais monter mon lit, je devais faire ça seule. Quand je devais monter mes meubles, je devais faire ça seule. Mais à part ça, je ne connaissais pas beaucoup à la mécanique. Donc quand on te donne un piège à gaz, on te demande d'arranger, de trouver qu'est-ce qui ne marche pas avec. Surtout pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Franchement, c'était beaucoup pour moi, tu vois. Et je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce que je faisais dans mon boulot. Mais quand on creuse, je vais vous donner un peu une explication vraiment en global, tu vois. Quand on creuse sur les plateformes, quand on commence à creuser, les ingénieurs, ils utilisent un certain type de boue. Ils utilisent un certain type de boue. Moi, sur les plateformes où je travaillais, on utilisait water-based mud, donc les boues à base d'eau, et aussi oil-based mud, donc les boues à base d'huile. Et quand ils utilisent ces différents types de boue-là, ça permet à ce qu'ils ont creusé, qui est au sol. Parce que quand on creuse, ça reste en bas en fait. Parce que imagine, tu fais un puits. Quand tu commences à creuser le puits, il y a toujours des trucs qui te restent. Tu vois, il y a des roches, du sable au fond. Donc ça doit remonter pour pas que tout ça reste, sinon ça sert à quoi. Donc ils utilisent la boue et la boue fait remonter tout ça à la surface. Et quand la boue remonte, nous on est censé aller récupérer ces échantillons de boue là maintenant et les analyser. Analyser les roches qui sont à l'intérieur et analyser s'il y a de l'hydrocarbure à l'intérieur, ce genre de choses là. Et comme je l'ai dit, surveiller le gaz. Et le travail était assez manuel, il y avait plein de choses que tu devais faire à la main et tout. Et comme je l'ai dit, 12 heures par jour, tous les jours. Normalement, c'était censé être un travail où tu fais 2 semaines, tu as une semaine de repos. Mais c'était pas vraiment comme ça. Tu peux travailler sur un projet pendant un mois et demi. Il y a des personnes même qui font 6 mois sur le même projet sans jamais partir à la maison. Moi, je pouvais pas en fait. Je pouvais pas. Et ça avait commencé à me fatiguer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à travailler là-bas pendant 1 an. Et le salaire, n'importe quoi en plus. C'était genre 9 $ de l'heure. Mais quand je travaille genre par jour et tout, ils ont des bonus qu'ils vous donnent, qu'ils appellent le per diem. Et ça devait être à 25 $ par jour, en plus de tes 9 $ de l'heure. Et aussi, tu gagnais... Il y avait quoi d'autre? Et aussi, tu gagnais les overtime, les heures sup. Et parce qu'on devait travailler les heures sup, c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Donc, avec les heures sup, on te payait 1.5, le point de ton salaire, genre 1.5 fois ton salaire. On savait que les heures s'accumulaient, ça doublait un peu ta paye plus facilement, tu vois. Quand je travaillais en tant que technicien de boue, je pouvais gagner genre 4 800 par mois si je travaillais tous les jours ce mois-là, tu vois. Et... c'est de l'esclavage un peu, c'est de l'esclavage, tu n'as pas de vie, tu peux absolument rien faire. Et franchement, à un moment, j'étais à bout. Quand il y a eu la pandémie, les gens commençaient à perdre leur travail. Si vous ne savez pas le monde du pétrole, quand le prix du pétrole il chute, c'est fini en fait. Tout le monde commence à perdre son travail. Et moi, j'ai pas perdu mon travail, Dieu merci, mais j'étais à la maison pendant longtemps. Pourtant, mon travail, c'était un travail où quand tu travailles pas, on te paye pas. J'étais à la maison pendant assez longtemps et c'est là que j'ai recommencé ma chaîne YouTube, by the way. Et j'ai passé, je pense, 1 mois à la maison pendant la pandémie et après j'ai recommencé. À un certain moment, flemme. J'avais fait 1 an là-bas, j'en avais marre de la vie que je menais et je pouvais même pas faire mes vidéos, tu vois, parce que j'étais tout le temps là-bas, je travaillais 12 heures tous les jours. Quel temps est-ce que j'ai de filmer? Et en plus, je suis sur une plateforme. Tu vas filmer, ouf. Tu es dans un petit trailer comme ça, je vais faire quoi en fait? Je me suis dit, j'ai vraiment envie de quitter. Et ma même copine Zainab travaille dans un coin à Austin, qui est la capitale du Texas. Et elle m'a dit, Fatou, envoie-moi ton CV. Je vais envoyer, je vais te recommander à quelqu'un. Si on te prend, tu vas déménager à Austin. I was like, yes. Yes, I so want to leave this shitty ass place. Donc j'ai appliqué tout ça. Et au début, quand j'ai appliqué, j'ai fait mon interview. Je pense que j'ai bien fait et tout. Quand j'ai fini l'interview, j'attendais une réponse. Et le recruiter qui m'avait appelé de base pour l'interview m'avait fait signe qu'il y avait quelqu'un d'autre qu'ils avaient déjà pris. Mais s'il y avait une autre position, qu'ils allaient me faire signe. Franchement, j'étais assez découragée parce que j'avais vraiment envie de quitter le coin où j'étais là. J'en avais marre. Clairement, j'en avais marre. Je pense 2 semaines ou 3 semaines après, elle m'a appelé pour me dire, ah voilà, la position c'est ouverte, tu peux venir. J'étais trop contente.
trop contente. Et c'est là que j'ai déménagé à Austin. J'ai emménagé à Austin en décembre 2020. J'ai pas parlé de date et là tout d'un coup je sors une date. Je me souviens même pas des autres dates. Mais donc là quand je suis venue à Austin, j'ai eu un travail en tant que Maps Analyst, analyseur de cartes. Ça j'ai même pas cherché, franchement je sais pas. J'ai eu une position en tant que Map Analyst et j'ai fait cette position là pendant un moment. Mais le problème avec ça c'est que on travaillait en contrat avec une autre compagnie et l'autre compagnie à un moment, on n'avait plus besoin de ses contracteurs pour ce projet-là, parce qu'on travaillait sur un projet. La compagnie n'avait plus besoin des contracteurs pour ce projet-là. Donc, à un certain moment, j'ai perdu mon travail. Je pense que j'ai fait un mois sans avoir du travail. Et j'ai continué à chercher dans Austin. Et c'est là que j'ai trouvé ma position actuelle. Et là, je suis géophysicienne. Donc, c'est un peu ça le titre de ma position. Et la position sur laquelle je travaille maintenant, je ne peux pas vraiment donner trop de détails parce que c'est une position qui est confidentielle. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je travaille sur les cartes. Et ça paye moins que celle sur laquelle j'étais quand j'étais sur le rig. Mais la raison pour laquelle ça paye moins, c'est parce que je travaille beaucoup moins aussi. Je travaille pas 84 heures, 7 jours sur 7, comme je le faisais sur le rig, tu vois. Là, je travaille mes 40 heures normales. Je travaille de la maison. Franchement, c'est une position qui est tellement meilleure. Elle est tellement meilleure que l'autre position parce que je travaille de la maison, je fais un peu ce que je veux, j'ai le temps de filmer mes vidéos, vous voyez, et aussi j'ai le temps d'aller à la gym, j'ai le temps de vivre une vie. J'ai un équilibre, travail et vie. Et c'est ce que je voulais. Et j'ai oublié de mentionner que mon autre travail, quand je le faisais, parce que le salaire n'était pas vraiment bien, tu vois. Passer de gagner 4800 $ à gagner, genre, je gagnais peut-être quoi, 2400 par mois. Franchement, c'est beaucoup, tu vois. Et je voulais faire quelque chose d'autre, je voulais changer en fait, je voulais trouver quelque chose d'autre, mais j'avais commencé à être un peu complaisante. Je voulais pas, je voulais pas bouger mes fesses pour trouver un autre travail. J'avais commencé à m'habituer et tout. Et c'est là peut-être que Dieu m'a dit, on va te chasser. Et la position que j'ai actuellement, ça paye mieux. So, yeah, c'est un peu ça. Je pense que le conseil que je peux vous donner en tant qu'élève, si vous venez aux États-Unis faire vos études, soyez engagés en fait, soyez engagés, cherchez des stages, faites-vous des connexions parce que c'est le plus important. Quand vous avez quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est sûr que vous allez trouver un travail, tu vois. Cherchez des connexions. J'ai oublié de vous montrer, quand je travaillais sur le rig, j'ai oublié de vous montrer mon accoutrement. Ça, c'était ma hard hat quand je travaillais sur le rig. Quand j'étais sur le rig, c'est à ça que je ressemblais avec mon nom ici. Genre celui-là, je te promets, on avait de grosses bottes comme ça, franchement horrible. Et je pense que si vous regardez sur ça, vous pouvez même voir, je sens même le diesel sur mon habit en fait. Disgusting. Un détail aussi que je mentionnais sur le rig, il n'y a pas plein de filles, il n'y a pas plein de noirs non plus. Donc tu es très souvent la seule fille et tu es très souvent le seul ou la seule noire là-bas. Donc on te regarde comme un bout de viande. Quand tu es une fille, on te regarde comme un bout de viande. Les gens viennent causer avec toi dans les trailers, tout ça. Horrible. Ça manque pas, ça ne me manque pas du tout. Donc voilà, là c'est la fin de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux Snapchat, Instagram et aussi liker, commenter, partager. Mettez un commentaire, le hard hat. Je vais vous mettre sur l'écran pour que vous sachiez lequel mettre, mais celui-là parce que you can see what it is. Je vais vous mettre des screenshots des personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, genre j'ai sélectionné quelques-unes et je vais vous mettre à l'écran. Merci de toujours regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et yeah, on va se dire à bientôt et je vais vous mettre ma prochaine vidéo ici. Vous allez le regarder bien sûr parce que c'est chic ici, soyez pas timides, on se retrouve là-bas. Bisous.